Johann Sfar, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté l'exercice proposé par Academ, que nous appelons ici consultation. On va essayer de faire en sorte que ça ressemble pas trop à une interview, question-réponse, comme vous en avez fait des milliers, des dizaines de milliers, je sais pas. Bon, enfin, en tout cas, beaucoup, quoi. Hein. Mais on va essayer davantage à ce que ça soit une conversation, si vous voulez bien. Et peut-être, si vous y consentez, un moment de partage un peu plus intime. Alors, tout le monde vous connaît, bien sûr, hein, sur Academ, comme dans tous les médias en France. Hein. Je dirais comme ça, vous êtes un artiste aux dons multiples, exceptionnels. D'abord, un dessinateur de BD, je sais pas, 120, 150, 200, je sais pas. À partir d'un certain nombre, on compte plus, non? Bon. Et puis, vous êtes aussi un illustrateur. Vous avez fait des illustrations de romans connus. Vous avez aussi commenté les événements politiques dans Paris Match. Et puis, vous êtes aussi professeur aux Beaux-Arts de Paris. Je l'étais. J'ai démissionné l'an dernier. C'est vrai? Oui. Oh, c'est dommage. J'y étais allé pour enseigner que les bandes dessinées. Et comme on me collait tous les peintres, ça me concernait moins. Je suis parti. Et vous êtes aussi réalisateur de cinéma, quand même. J'imagine que dans vos jours, il y a beaucoup plus que 24 heures, non? C'est ça? Non. J'ai une vie très paisible et au centre de toutes mes activités se trouve le dessin, qui est un dessin dramaturgique, un dessin de narration, un dessin d'aveu. Mais enfin, je reste quand même sur le même arbre quand je saute d'une branche à l'autre. Je reste dessinateur et j'essaie de mettre mon dessin au service de toutes sortes de causes. Réalisateur, c'est pas dessinateur, quand même. Ah, moi, oui. Parce que comme je connais pas les termes techniques du cinéma, j'ai un petit carnet et je dis, tiens, j'aimerais bien qu'on fasse ça. D'accord. Mais vous êtes romancier aussi. Ça aussi. Mais c'est comme une bande dessinée sans image. C'est une bande dessinée aussi, oui. Sans image. Oui. D'accord. Bon, donc, en tout cas, vous êtes un peu multiple, quoi. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis bavard. Je sais pas. Je sais pas. Bavard, c'est bien. Bavard. Mais je crois vraiment... Il y a un petit orgueil juif. Je suis allé à Tel Aviv il y a quelques années rencontrer des scénaristes de télévision. Je voulais travailler avec eux. Et il y en a une qui m'a dit une phrase extraordinaire. Elle m'a dit, je lui dis, mais les séries télé israéliennes sont extraordinaires. Comment ça se fait? Elle dit, oui, nos histoires sont bien parce que nos vies sont passionnantes. Et moi, il me semble que la raison pour laquelle je fais autant de livres, c'est pas une névrose, c'est que j'ai plein de trucs à raconter. J'ai pas l'impression, enfin, ça c'est très prétentieux. J'ai pas l'impression de faire des livres inutiles. Je veux pas dire qu'ils soient utiles pour le public ou qu'ils se vendent ou quoi que ce soit. Ils sont pas inutiles pour moi-même. C'est-à-dire quand j'en fais un, il y en a qui sont loupés, mais je les fais jamais par-dessus la jambe. J'ai toujours le sentiment qu'ils amènent un truc qui est important au moins à mes yeux. Bon, alors là vous sortez un nouveau livre justement qui fait 570 pages. Non mais c'est vrai, hein, ça. Oui, c'est vrai. Et puis qui doit peser 3 kilos hein, ou 4. Il pèse lourd. Il pèse lourd. Il pèse lourd. J'aurais dû amener le poids, faut être précis. Non, mais dans c'est la vachement vie. bien. C'est vachement bien parce que ça fait un beau cadeau, quoi. Hein. Oui. Et donc, dans vos livres, vos BD, vos interviews, vous parlez beaucoup de vous. Beaucoup, hein. Et de votre famille, de votre enfance aussi, faisant un peu le pari d'une transparence joyeuse. C'est un peu ça. Je vous qualifierais comme ça. Hein. La transparence joyeuse. Alors, si vous voulez bien, nous allons essayer d'aller un peu plus loin dans l'exploration de quelque chose que j'appellerais votre monde intérieur. On va dire ça comme ça. Avec plaisir. D'accord. Bon, c'est génial que vous acceptiez ça. Une fois n'est pas coutume, je vais vous donner mon diagnostic avant de vous écouter. Vous êtes d'accord? Ça me va très bien. Bon, parce que ça coule de source. En fait, Johann Sfar, vous êtes HPI. HPI, ça veut dire haut potentiel intellectuel. Ah, au moins. Ah oui, au moins. Un surdoué. Et puis humble. Et puis très humble aussi. Un surdoué. Oui. Haut potentiel intellectuel ou haut potentiel émotionnel aussi. Ou peut-être les deux. Non, mais je blague pas. Hein. Je pense que c'est vrai. Et j'ai une preuve. Hein. Vous savez, il y a toute une série de critères pour définir un haut potentiel. Alors, c'est créativité débordante. Bon, ben, c'est le moins qu'on puisse dire.
réactivité à fleur de peau. Vous êtes d'accord? Vous devez faire des sacrées colères parfois. Non. Non? Non. Non? Ah bon, d'accord. Non. Il y a un vrai... Enfin, la violence est au centre de mon travail et être paisible, c'est un travail permanent. D'accord. Mais ça, c'est un lieu c'est un boulot, hein, oui, pour être paisible. Dans Que faire des Juifs, on voit un moment où je suis sur le point d'exploser pour des bon, garder une attitude fraternelle et paisible, c'est vraiment un travail. J'ai revu une psy il y a 3 mois, 4 mois, pour une raison très simple. Pourquoi? Sur la question de la violence. Je suis en train de faire ce livre Que faire des Juifs, et il y a donc depuis le 7 octobre, il s'est passé beaucoup de choses. Moi, je suis un juif très universaliste. Normalement, vous me verrez pas avec une étoile de David. Là, j'ai la plus grosse qu'on a pu trouver. Vous avez une étoile de David. J'ai la plus grosse qu'on ait pu trouver. Elle est jolie. Mais c'est pas qu'elle est jolie, c'est qu'elle est grosse. C'est dès qu'on m'a dit que des juifs n'osaient plus la porter, dès que j'ai vu tous ces juifs dans le milieu de la télé, dans le milieu du spectacle, dans les milieux LGBT, qui cachent leur identité parce qu'ils se font harceler Et j'ai la chance d'être un juif avec un micro, donc j'essaie de m'en servir, et ça a mené depuis 1 an à des rencontres extraordinaires, mais quelques-unes un peu plus désagréables. Et il y a un moment où j'ai failli exploser, c'est quand je revenais de Tel Aviv, le voyage que je raconte dans le livre, je suis dans l'espèce de métro là qui va d'un terminal à l'autre de l'aéroport. Il y a une espèce de bonhomme, une 50aine d'années, musclé, tenu, un peu habillé comme un militaire, là, comme ça. Il voit arriver une famille de chassidim dans la rame. Alors, il y a 2 mères, 2 pères, des poussettes, des gosses, et les gosses le bousculent. Et il s'énerve, et il dit « Oh, ils font chier !» Il pousse comme ça. Et je vois cette famille de juifs, j'allais dire tellement peu taillés pour la bagarre, qui sont terrifiés. Et la femme du type, de l'agresseur, donc, vient lui faire des câlins parce que le pauvre, il était très traumatisé, il venait de voir des juifs. Et là, je sens monter un truc qui est bizarre, et je m'approche du type, et quand je m'approche. Je suis à 1 centimètre de lui, et je ne m'explique pas pourquoi je ne le connais pas. Et je bouge pas. Et j'attends que le métro arrive, les familles sortent, je sors. Et là, j'ai éprouvé le besoin d'aller voir cette psy. C'était le moment où il fallait que je parle de violence. Donc j'ai ouvert l'annuaire et j'ai essayé de voir quelle était la psy la plus proche. Il y en avait une à 30 mètres de mon domicile, donc ça m'a convenu. J'y suis allé. J'ai fait que 2 séances sur ce sujet. Et j'ai dit, vous comprenez, j'ai honte. Ce que j'ai mis dans le livre, j'ai dit, mais Romain Gary lui aurait cassé la gueule. Joseph Kessel lui aurait cassé la gueule. Ah, ça c'est sûr. Et moi, je me suis rapproché et j'ai rien fait. Elle m'a dit, alors évidemment, elle m'a dit, mais c'est très bien, vous avez été protecteur, vous vous êtes mis près de cet agresseur potentiel, s'il avait tapé des gens, vous aurez réagi, et vous avez refusé la violence, et j'imagine que ça vous a demandé un réel effort. J'ai trouvé ça très gentil, j'ai trouvé qu'elle m'absolvait de beaucoup de choses, ça m'a suffi, je suis parti. Je ne sais pas si elle a raison. Mais parfois, quand une parole me fait du bien, même si je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie, je m'en contente. Évidemment. On prend, on achète. Il y a eu un autre moment de ma vie où j'étais confronté à la violence de manière qui aurait pu être beaucoup plus définitive. Le cimetière juif de Nice avait été profané, juste après les histoires de Carpentras. Le cimetière de juifs du château de Nice avait été profané. On parle de tombes en marbre qui avaient été détruites. Il y avait beaucoup de tombes. Et les jeunes juifs de Nice, sans aucune difficulté, trouvent qui a provoqué cette profanation. Et on est étonné de voir que l'enquête piétine, que la police n'arrête personne, alors tout le monde le sait, mais on n'arrête alors que le perpétrateur, un des perpétrateurs en tout cas, était professeur dans un collège de Nice, s'en vantait auprès de ses élèves et montrait des photos à ses élèves. Donc on fait une lettre. Même pas anonyme, hein, on fait une lettre, on l'envoie à la police. Et voilà, c'est lui, c'est ce monsieur. Jamais eu de suite. Et le hasard complet veut qu'un soir, je me retrouve derrière ce monsieur, dans une rue, et je me mets à le suivre. J'ai 17 ans, j'ai 18 ans, et je me mets à le suivre. Je me mets à le suivre jusqu'au quartier des musiciens, jusqu'à Cimier, jusqu'au sur les hauteurs de Nice. Et dans ma tête de jeune homme de 17-18 ans, qui avait vu Shoah de Lanzmann, qui était perfusé à un truc, je me suis dit, je le tue ou je le tue pas. Il n'y avait pas de caméra dans les rues, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas... C'était pas à l'époque. Je me suis dit, je le tue ou je le tue pas. Et il se rend compte que je le suis,
Et il y a une seconde où on se regarde, où je m'en vais. Et il s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout. Et là aussi. Il s'est rien passé du tout. Mais il y a un moment de ma vie où j'ai vu ce que c'était d'être face à un type qui a profané des tombes juives, qui s'en est sorti, qui sera jamais inquiété. Toute la ville connaît son nom, il en est fier, il montre les photos, et je suis seul avec lui dans une rue. J'ai rien fait. J'ai rien fait, mais j'ai vécu ce moment. Et c'est formateur. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est formateur. Bon, en tout cas, c'est... Bah si, j'ai fait des livres. C'est peut-être ça la réponse. J'ai fait des livres. Et pour l'élargir à la communauté juive dans son ensemble, on vit un moment tragique parce qu'on perd... J'ai été et je serai toujours de gauche. On perd tous nos appuis à gauche puisque la gauche devient anti-juive en France. C'est maintenant soit revendiqué pour les LFI, soit ignoré pour les Verts et le PS qui ont décidé que c'était pas un sujet. Et l'extrême droite considère les juifs comme des prises de guerre. Donc essaye de nous séduire, essaye de donc il y a une vraie difficulté à garder son calme dans cette situation. Bon, d'accord, que vous ayez des raisons. Je comprends. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait de sa colère? C'est une vraie question. C'est ça, c'était la question. Bon, alors donc, c'était les signes que je passais en revue, la réactivité, la pensée en arborescence. Vous savez que c'est une caractéristique des HPI. C'est-à-dire vous pensez, puis après vous pensez, après vous pensez, après. Et tout ça, c'est relié comme ça. Franchement, je lis un bouquin de vous, je vois ça, franchement. Bon, et il y a aussi deux trucs que vous avez dû ressentir de manière pas très agréable, des signes des HPI. Un, c'est le sentiment d'être un imposteur. Vous l'avez, hein? Oui, bah, bien oui. sûr. Bah, oui. Bien sûr. Je crois qu'il y a un mélange d'orgueil et d'humilité que j'ai vu chez beaucoup d'artistes que je considère comme des compagnons. C'est-à-dire, dès qu'on leur fait une critique, ils déchirent leurs feuilles. Parce que il y a de l'humilité et de l'orgueil à l'idée de se dire, c'est pas je suis un vrai idéaliste, donc c'est jamais au niveau de ce que je m'imaginais. C'est pourquoi je réouvre pas souvent les livres une fois qu'ils sont faits, mais tout de même, il y a l'idée d'une discipline joyeuse chez moi. Vous en parliez. Je vais pas dessiner par tristesse, je vais pas dessiner par dénigrement. En revanche, oui, je peux par humilité parler de mon personnage à la troisième personne. Pas comme Alain Delon. Oui. Mais c'est quand même... Non, pas comme Alain Delon. C'est quand même le monde de Tintin Reporter. Donc je me mets en scène. Je mets en scène mon père et mon grand-père maternel, mais j'en ai fait des personnages typographiques. J'en ai fait des caractères qui sont un petit peu plus simples, un petit peu plus Molière que ce qu'on est dans la vie. Dans la vie, on est très complexe. En bande dessinée, pour que ça devienne un personnage, il faut qu'ils aient une direction très simple. Donc, ce à quoi vous vous attaquez lors d'une analyse, c'est-à-dire l'irréductible complexité d'un être humain, d'une certaine façon, dans le monde romanesque, on fait l'inverse. On va essayer de simplifier les personnages pour qu'il puisse y en avoir plein, et pour que le destin collectif se résolve dans un drame. C'est pourquoi Que faire des Juifs, à mes yeux, c'est réellement un roman, au sens où les romans que j'aime le plus, que ce soit 100 ans de solitude, que ce soit Le voyage au bout de la nuit, que ce soit ce type de livre, ce sont des romans où une chorale concourt à dire un drame qui finit par être individuel. Oui, je suis d'accord. Mais c'est tout ça pour dire que ce que le scientifique va appeler l'arborescence du cerveau, pour moi, c'est le monde de la représentation, c'est confier à des personnages dramaturgiques notre intimité, et à chaque fois qu'une idée devient complexe, plutôt que de rendre le personnage compliqué, je vais créer un deuxième personnage qui discute avec lui et qui discute avec elle. Et George Steiner parlait de réelle présence dans les ouvrages qui nous marquent. Ce qui me plaît dans le dessin, dans ma doctrine du dessin, c'est que je peux avoir Joseph Kessel, je peux avoir le roi David, et je peux avoir Ève Seftel, journaliste à Libération aujourd'hui, qui me parle avec la même proximité. Donc j'ai pas fini sur mes signes des HPI, parce que vous essayez de me couper la parole, mais je perds pas mon fil. Hein. Moi, alors... Je vous ai dit que j'étais bavard. Je vous ai dit que j'étais bavard. Moi aussi, on va s'entendre. Alors, je disais être un imposteur, et aussi un sentiment d'ennui. Parce que les HPI, ils s'ennuient, quoi. Et je pense que vous êtes beaucoup ennuyés à l'école. Au Talmud Torah, surtout. Aussi, évidemment. Beaucoup ennuyés à la fac. Pas tant que ça.
Pas tant que ça. Pas tant que ça. J'ai eu la chance d'étudier la philo à Nice avec des profs qui demandaient Nice 5 ans avant la retraite pour être tranquille. Ouais. Donc C'est une bonne idée déjà. J'ai eu des gens extraordinaires. J'ai eu Jean-François Mattei, j'ai eu André Flécheux et surtout Clément Rosset. Ben oui. Clément Rosset qui arrivait, on peut le dire aujourd'hui, à moitié ivre, qui regardait le plafond, qui nous adressait pas un regard, et qui faisait des monologues passionnants, qui duraient des heures. Il fallait lui rappeler que le cours se terminait. Il m'a jamais mis de plus de 4 sur 20, donc j'étais pas là pour les bonnes notes. Mais il était extraordinaire. Et c'est devenu un mentor parce que son pessimisme joyeux, ça m'aide à traverser toutes les épreuves de l'existence. C'est exactement ce qu'il caractérise. Et non, je me suis peu ennuyé. Alors, à l'école laïque et républicaine, étant très israélite, je m'ennuyais pas parce qu'il fallait être le premier, et ça me demandait tout de même un certain effort. Mais vous étiez premier partout. Sauf au Talmud Torah. Mais à l'école, vous étiez... Ah oui, à l'école, oui. Vous étiez premier partout. Oui, parce que tout de même, l'école laïque et républicaine rime à quelque chose. Le Talmud Donc Torah... vous pouvez dire que j'ai raison quand même. Bien sûr. Que vous êtes HPI. Ah bah oui. Bon, d'accord. Moi, on est d'accord alors. Moi, je veux bien. Tant que vous me faites des compliments, je suis content, moi. C'est aussi une souffrance. Mais non. Enfin, le dessin... S'il n'y avait pas le dessin, vous auriez raison. Si on me met dans une pièce avec les mains posées sur la table, je deviens fou au bout de 10 minutes. Vous ennuyez. Voilà. En revanche, si je peux dessiner, une chose qui irait dans votre sens, que j'avais entendu, que j'aime beaucoup, c'est l'idée de la synesthésie. C'est l'idée de certaines disciplines artistiques font qu'on va mélanger le son, la couleur, l'odorat. Si vous me mettez dans un café, comme je suis un chat, je vais entendre 6 ou 7 conversations en même temps, avec délectation, mais ça crée une espèce de fatigue, et le dessin met du calme. C'est Fascianos, ce peintre grec, qui disait, quand j'étais étudiant, je le voyais, il me disait, nous devons être, quand on dessine, comme le lézard, immobile sur le mur, mais attentif à tout. Et par exemple, à l'école, je dessinais pendant les cours, mais j'écoutais encore plus grâce au dessin. En fait, le dessin, c'est aussi une lutte contre l'ennui quand même, non ? Ah oui. Le dessin, avant d'être une action, c'est un état. Ce qui est surprenant quand on dessine, on s'aperçoit, on peut dessiner 8 heures par jour, on ne sera pas fatigué. Parce que si la position est bonne, c'est vraiment un acte d'observation. La main, c'est presque secondaire. Et ça rend le monde supportable. Moi, moi qui ne suis pas un grand amoureux de l'espèce humaine, le matin, tout le monde m'énerve. Je me mets au café, je commence à dessiner la tête des gens. Au bout de 10 individus, je ne peux plus les détester. Parce qu'ils se mettent à me faire marrer. Sans faire exprès. Je me dis, comme dans le cercle des poètes disparus, quand on dit mais comment il marche, qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là, qu'est-ce qu'elle a en tête celle-là. Donc ça m'aide à supporter mon espèce. Vous les apprivoisez. Absolument. Vous apprivoisez les gens en les dessinant. C'est exactement. C'est aussi une prise de pouvoir. C'est aussi une. Enfin en tout cas. Une acclimatation. Il y a tout ça. Il y a tout ça, mais. C'est-à-dire sinon vous gratteriez partout, non ? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est quand même ce travail qu'on fait tous de savoir si face à nous on a des êtres radicalement différents ou avec qui on a quelque chose en commun. Et là, ça se pose pour un être humain, mais ça se pose pour un chien, pour une chaise, pour une plante. On est tous là. Bien sûr. C'est un personnage. Ouais. Mais pour vous, c'est un apaisement quand même. Extrême. Extrême. Le dessin rend tout supportable. La haine, le désir, l'affection, le tout. Mais il faut aussi être adroit. Non. Je crois pas. Vous savez, Freud, il dessinait pendant ses séances, vous savez. Qu'est-ce toujours la même chose. Il y avait un cerveau. Il dessinait un cerveau, mais les circonvolutions du cerveau, vous voyez. Et ça devait le calmer aussi, hein, je veux dire. Mais il n'était pas très adroit, quoi. C'est assez moche ce qu'il faisait. Moi, je ne crois pas à l'adresse du dessin. Je crois que c'est une science de l'observation, c'est une science de la synthèse. Ensuite, on peut en faire une discipline artistique. Mais d'un point de vue mécanique, le fait de dessiner son entourage ou de dessiner ce qu'on voit, c'est une technique. De la même manière qu'on va apprendre, je ne sais pas quelle autre technique. Ensuite, on peut le transformer en discipline artistique, mais si chacun recevait un enseignement de dessin qui dure l'équivalent d'un an ou deux, en 2 ans, on aurait chacun notre niveau de dessin. Simplement, de la façon dont on l'enseigne, en tout cas en Occident, ça sert de marchepied vers l'écriture. Et quand l'enfant sait écrire, on lui dit assez vite que le dessin, c'est pour les bébés. À l'inverse, chez les Chinois, chez les Japonais, on dessine toute la vie. Avec d'ailleurs chez eux, la notion de l'artiste est beaucoup moins installée. Par exemple, j'ai eu le bonheur d'être en Chine pour l'an 2000. Je vais dans la rue où il y a tous les artistes. Alors ils font des dessins de tigres, d'oiseaux. Je me mets à côté, puis je dessine le tigre. Et ils rigolent tous. Et je dis pourquoi ils rigolent ? Parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Parce que pour les Chinois, il faut faire le tigre
pareil qu'on l'a fait depuis 100 ans ou pareil qu'on l'a fait depuis 100 ans. L'idée qu'il y aurait une individualité supérieure, qui aurait sa manière de le faire, c'est un petit peu de l'orgueil d'occidental. Eux, on voit bien que le dessin est au-dessus, ou le dessin transcende l'individu pour eux. D'accord. Alors, bon, on va revenir à vous un peu plus sur un élément, moi, qui me paraît fondamental. C'est quelque chose sur quoi vous revenez à la fin de votre livre, d'ailleurs, dans ce que vous appelez votre héritage, c'est-à-dire les noms qu'il y a dans votre famille. Et donc, on va commencer par votre nom. Votre nom de famille, c'est Sfar. Moi, je me suis marré sur mon nom parce que on m'avait toujours dit, parce qu'il semble que mes ancêtres aient arabisé leur nom. Ils s'appelaient Safar, ils sont devenus des Sfar pour commercer. Non, c'est en arabe, c'est Safar, en fait. Ah non, il y a des Sfar aussi. Oui, mais Sfar, c'est l'arabe algérien. Parce que moi, on m'avait dit, si ça vient de l'hébreu, c'est Sofer, c'est le scribe, c'est très bien. C'est ce que je pense. Donc, mais on m'a dit, si c'est de l'arabe Sfar, le jaune orangé, c'est la fleur de soufre qu'utilisaient les chaudronniers. Donc tu avais des ancêtres chaudronniers. Et après, quelqu'un est venu et m'a dit non, même si c'est arabe et que c'est jaune, ça veut dire juif aussi, parce que ce jaune-orange, c'est celui qu'on attribuait aux juifs dans le monde arabe. Oui. Alors, en tout cas, dans un domaine plus viscéral, moi quand j'étais petit, Sfar, ça me plaisait pas beaucoup, parce que le Sfar célèbre, c'était mon père, à Nice. Donc j'étais le fils de Sfar. Lui, il était un grand Sfar. J'étais le fils de Sfar. Donc, un grand Sfar. Voilà, donc j'ai surinvesti mon prénom. Johan, ça me paraissait important parce que c'était que moi. Il y avait quelque chose de collectif dans le nom de famille qui me plaisait pas et qui aujourd'hui me plaît beaucoup. Moi, le collectif, ça me plaît. Je saute du coq à l'âne, mais dans les travaux récents d'historiens de la Shoah, je pense en particulier à Wendy Lower, elle récuse le décompte des victimes de la Shoah parce qu'elle dit dénombrer les individus, c'est le décompte des nazis. Elle dit la manière juive de faire, c'est de parler des familles. C'est de parler du fait qu'on a éliminé du collectif. On a éliminé un monde à tel point que quand les gens, je pense à mon grand-père, vont au Yad Vashem chercher les noms des victimes, la plupart du temps, ils ne les trouvent pas. Parce qu'il y a beaucoup plus d'inconnus que de gens nommés parmi... je pense quand on dit quand Dieu te cherche le Shabbat, il voit ton siège où il y a ton nom. Si tu n'y es pas, il s'inquiète. Oui. Pour les victimes de la Shoah, on peut s'inquiéter parce qu'on n'est pas en mesure de les nommer. Et donc le collectif, ça m'a rattrapé. Mais quand j'étais enfant, mon prénom était plus important que mon nom. Ouais. Bon, mais enfin, c'est intéressant de voir à quel moment on investit son nom de famille. Mais en plus, vous avez 2 prénoms. Ah, j'en ai plein. Je m'appelle Johan, Sacha, Albert, Alain, Eliaou. J'en ai plein. Parce qu'il fallait faire plaisir à tout le monde quand j'étais petit. Bien sûr, c'est comme tout le monde, c'est comme ça. Mais vous avez un nom juif, quoi. C'est Eliaou. Eliaou, ah oui, bien sûr. Oui, au Talmud Torah à Nice, on m'appelait que Eliaou. C'est ça. Ce qui fait qu'il y a quelques années, je me promenais dans Paris, puis un type qui me dit Eli. C'était un mec du Talmud Torah qui avait vieilli, qui était parti à Paris. C'est ça. Donc, vous êtes Eli aussi. Ah, oui. Vous êtes Eli aussi. Donc, pour revenir à ces noms, c'est compliqué, hein, c'est vrai. Mais je crois beaucoup, parce que Safar, le chaudronnier, c'était très fréquent du côté de Constantine. Ah. Et comme vous n'êtes pas très loin... Les miens, ils viennent de Sétif. Sétif, c'est pas très loin, quoi. Enfin, ça me va très bien, ça. Je pense que c'est plutôt chaudronnier. Et chaudronnier, c'est très important dans ces pays, hein. Parce qu'ils font plein de choses, quoi. Ils font le fer, mais ils travaillent aussi la matière humaine, hein. Bah oui, parce que c'est des transformateurs, oui. C'est l'alchimie. Bah oui, transformateurs de matière. Alors évidemment... il transforme d'autres matières aussi, quoi. C'est un chaudronnier, quoi. Il prend du métal brut et il en fait une forme, quoi. C'est ça. Alors, en tout cas, quand vous êtes dans les noms, un personnage qui est intéressant dans ma petite bibliographie, c'est le chat du rabbin, dont il n'a pas échappé à beaucoup. Il y a 2 choses qui échappent souvent aux gens sur le chat du rabbin. La première, c'est qu'il n'a pas de nom. C'est le chat. Oui, comme on nomme pas les animaux dans le Maghreb. C'est un truc c'est un truc de Gaulois de donner un nom à son animal. Et l'autre chose, le chat n'est pas juif. Et ça, les gens s'en rendent pas compte quand ils lisent le truc. Il y a un personnage non juif dans ma bande dessinée, c'est le chat. Il n'y a pas une bande dessinée où il veut se convertir. Il veut faire sa part. Ah oui, c'est la preuve qu'il n'est pas juif, le fait qu'il veuille faire. Et c'est une manière de raconter l'étrangeté de nos propres familles. C'est-à-dire qu'on est dans une famille juive, mais il faut de longues années avant qu'on dise je suis juif. Ouais. Moi, pour résoudre mon identité d'abord à une seule chose, c'est très compliqué, mais mon enfance, ça consiste à regarder les grandes personnes et à dire ils sont complètement fous. Les us et coutumes, les habitudes. Regardez, je vais faire juste une brève, mais vous devez le connaître mieux que moi. Le Père Noël, qu'on appelait le Père Hanouka dans ma famille, parce qu'il fallait que ce soit un juif qui fasse le travail, mais moi c'est le même. Bon,
on vous fait croire au Père Hanouka ou au Père Noël. Le jour où on vous dit c'est pas vrai, on vous dit mais par contre il y a le bon Dieu. Et c'est qui le bon Dieu? C'est exactement le même. C'est un bonhomme sur un nuage avec une barbe qui fait des miracles. Enfin, il y a un moment, quand on est petit, on se dit ils sont fous. Et il y a un lieu où, là aussi, il y a une transmutation alchimique. Il y a un moment où on va s'identifier à cette identité, parmi d'autres. Mais je pense que chez mon chat, il y a le fait que cet animal soit pas nommé et le fait qu'il se voit pas comme un juif, c'est un peu le rachat à la table de Pessar, c'est-à-dire il dit quel est le sens de ces traditions pour vous. Il y a une manière très enfantine de regarder sa propre famille. Oui, mais comme des gens bizarres. Juste encore un mot sur vos grands-parents algériens. Vous dites que vous êtes de la même famille que Haïlomet. Oui, mais je ne sais pas qui c'est. Je sais qu'il est dans l'arbre généalogique. Oui. Vous savez pas qui c'est? Non, mais je sais que c'est un grand rabbin. Enfin, c'est un personnage mythique, quoi. Ah bah, il est dans l'arbre généalogique. C'est un personnage mythique, quoi. Ah bah voilà. On raconte des choses extraordinaires sur cet homme. Ah bah c'était typiquement le rabbin miraculeux de Tunisie, quoi. Ah. Il est de Tunis, hein. Il est de Tunis. Hein. Non, il y a un ancêtre célèbre dont je parle dans le chat du rabbin et qui est un personnage qui a existé, c'est le Malka des Lions. Donc ma famille, oui. Ma grand-mère maternelle, c'est une Malka. Ce Malka des Lions, c'était un grand-oncle qui était chanteur de synagogue, chanteur des rues et montreur de lions, de la même manière qu'il y a des montreurs d'ours en Roumanie. Bon. Et son titre de célébrité, c'est qu'il aurait giflé en place publique le maire d'Oran, qui était un anti-juif célèbre. Bon. Et puis il y a plein de légendes sur le Malka des Lions que racontait ma grand-mère, que j'ai mise dans le chat du rabbin, j'en parle à la radio. Et depuis, le nombre de vieilles dames juives d'Algérie qui viennent me voir en disant « Oui, le Malka des Lions, il a existé, mais c'est pas ton oncle à toi, c'était mon oncle à moi. » Ça, c'est du côté de votre père, donc, Sfar. Mais votre fille, elle vous a fait le coup de la généalogie, hein. Elle vous a ramené, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Hein. Non, c'est très vrai. Parce que j'essaie qu'il soit tout de même romanesque, ce livre, tout est vrai, mais j'ai ordonné. Mon grand-père, maternel, était un grand résistant, naturalisé français pour service rendu à la patrie. Il a fait partie des 4 ou 5 médecins de la brigade Alsace-Lorraine. Il est allé très loin en Allemagne pour combattre. Pendant ce temps, sa famille se faisait exterminer en Europe de l'Est. Et c'était c'est un scientifique, c'est un médecin, mais enfin, il connaissait l'histoire du monde, il connaissait l'histoire de la Shoah mieux que personne. Et il n'avait jamais enquêté sur la disparition de sa propre famille. Ouais. Avant même qu'on parle de Shoah par balle, parce qu'on n'employait pas ce terme quand j'étais petit, j'avais cru comprendre qu'ils étaient morts dans ces circonstances-là. En fait, j'en savais rien. Et en fait, mon grand-père n'en savait rien non plus. Et il a fallu 20 minutes à ma fille sur Internet. Et ma fille me dit « Papa, c'est quoi Sobibor ?» Ma fille qui a 24 ans. Et donc, il semble, mais c'est pas certain non plus, que cette famille ait disparu. Vous dites dans le livre qu'ils sont morts en 43. Voilà, c'est ce qu'a trouvé ma fille. Donc, c'est probablement... Voilà, avec la difficulté du nombre de patronymes juifs tout à fait semblables. Donc, c'est pas catégorique. Mais ce qui me semble déterminant, c'est mon grand-père qui savait tout sur l'histoire des Juifs, au même titre que mon père d'ailleurs, et qui, sur sa propre famille, n'a fait aucune enquête. Et j'ai pas d'explication à ça. L'explication que je donne en ce qui me concerne moi, pourquoi je me suis accroché à la Shoah par balle sans avoir d'indice, je crois que c'était une manière de leur éviter les camps d'extermination. Ouais, je dis pas que Babillard c'est mieux que Sobibor. Je sais pas ce que j'essayais de faire en m'accrochant à ça. Et ensuite, là où ma fille découvre un truc marrant, c'est qu'elle va sur les sites de généalogie et elle découvre mes 2 grands-pères d'Algérie, dont un venait du Maroc d'ailleurs. Ouais. Et ils ont la même tête. Donc du côté Malka... Ils ont surtout la même tête que vous. Également. Mais on a des photos, c'est à mourir de rire. Du côté Malka et du côté Sfar, on a 2 barbus qui ont la même tête que moi. Il y en a un qui a une histoire extraordinaire parce qu'il est venu en métropole entre 2 guerres et il a été officiant dans 2 synagogues parisiennes. Là aussi, on peine à retrouver lesquelles. Et il est, bien lui en a pris, il est rentré en Algérie avant la Deuxième Guerre mondiale et il a survécu grâce à ça. Oui, c'est ça. Il a eu un coup de bol. Voilà. Et lui, il était rabbin. De toute façon, quand on tape dans l'arbre généalogique d'un juif... Il y a des rabbins partout. Il y a des rabbins, qui tombent. Bah, oui. Ça, c'était une phrase de mon grand-père d'Europe de l'Est. Il disait... Ne laisse jamais dire qu'on a quitté la Russie ou la Pologne parce qu'on fuyait les pogroms, on fuyait aussi les rabbins. Oui, c'est ça. Il était communiste.
Pas du tout. Il avait fait des études pour devenir rabbin. C'était un vrai wunderkind. Il a fait le Heder. Oui. Enfin, il est arrivé en France dans les années 30, à l'époque où la France importait des docteurs. Il venait de terminer ses études de médecine. Il est devenu médecin. Mais dès qu'il est arrivé en France, il est devenu assez laïque et la guerre l'a totalement guéri de la religion. Il était très sioniste. Il était plutôt de gauche, mais c'était pas un communiste. Et c'était un intellectuel. Voilà, c'était l'intellectuel d'Europe de l'Est qui regarde les séphardim avec un certain mépris. Quand ma mère a ramené un Algérien, mon grand-père a accepté, mais enfin c'était assez préoccupant pour lui. Et quand toute ma famille d'Algérie a vu arriver ma maman qui était chanteuse pop, qui était en mini-jupe avec des hauts talons, l'enthousiasme était là, mais l'inquiétude aussi. Alors, on était en train de parler aussi de votre grand-père maternel. Donc, il s'appelait Arthur, hein, c'est ça? Oui. Arthur Haftel. Haftel, vous savez ce que ça veut dire? Pas du tout. Vous savez, tous les Ashkénazes, ils ont des noms allemands. Oui. C'est pour ça qu'on les appelle Ashkénazes. Oui. Ashkénazes, ça veut dire allemand, quoi. Parce que leurs noms, ils sont allemands, quoi, en fait. Et ça veut dire agrafe. C'est vrai? Bah oui. Je savais pas. Et c'est sûrement, ils étaient dans les chemins, ça? Non, ils étaient dans le bois. C'est partie des rares juifs qui possédaient de la terre et ils administraient des forêts et du bois. Ah oui, si, ils avaient des scieries. Il y en avait, oui, c'est ça. Bon, en tout cas, le nom... Il y avait l'agrafe quelque part. Bah, il doit y avoir une agrafe quelque part. Oui, c'est voilà. Génial. Bon, donc, on parlait de votre grand-père, et c'est lui qui vous révèle que votre mère est morte, en fait. Ça, vous en parlez tout le temps. Bah, j'en parle tout le temps. On mesure pas à quel point le rapport... Je vais m'en prendre brièvement à la psychanalyse, si vous permettez. Oui, mais je vais y venir aussi à la psychanalyse. Parce que on mesure pas à quel point le monde a changé par rapport aux orphelins au regard de ma jeunesse. C'est vrai. Quand l'histoire serait pardonnable si je venais d'une famille d'imbéciles. Mais je viens de la famille, sans doute, où il y a le plus de lettrés, de juristes, de médecins, de psychanalystes. Enfin, j'étais vraiment entouré par ce qui se fait de mieux dans les professions libérales, toutes les professions qui vont être remplacées par l'IA maintenant, mais enfin, à l'époque, c'était florissant. Ma mère meurt, avant que j'ai 4 ans, elle avait 26 ans, elle était chanteuse pop, tout allait bien, elle s'est endormie, elle s'est jamais réveillée. Comment vous savez ça? Maintenant, je suis un grand garçon, maintenant je suis au courant. Mais comment vous le savez? Je vous raconte. Donc, mes parents vont à la montagne pour passer un week-end. Ma mère se couche. Moi, j'étais 2 étages au-dessus. La babysitter avait fait faux bond. Alors, pour pas me laisser seul, mon père va dormir avec moi. Et au matin, quand il descend, ma mère est morte. On est à la montagne. Donc, le temps que le médecin arrive... Vous vous souvenez de ça, vous? Non, je me souviens de rien du tout. Je de vous rien raconte du tout. Rien du tout. Et vous aviez quel âge? J'avais 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'était les vacances de Noël. Et elle avait? Elle avait 26 ans. 26 ans. Et mon père avait 20 ans de plus. C'est une gamine, toute jeune. Oui. Elle est toute jeune. C'était une chanteuse, elle avait fait 2 disques avec Claude François. Enfin bon. Le temps que le médecin arrive, on est à la montagne, etc., il n'y a pas d'autopsie. Donc à ce jour, on ne sait pas de quoi est morte ma mère. On a dit, bon, c'est soit une méningite foudroyante, soit un AVC, mais enfin, elle était en pleine santé avant. À 26 ans? À 26 ans. Et à la suite de ça, on me laisse chez des montagnards pour pas me laisser seul. Et là où j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave... là, vous avez dû sentir que... Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. Je lisais des Tintins, j'étais très bien. Et on mangeait cachère tout de même dans la famille. Et mon père vient me chercher chez ces gens adorables qui s'appelaient les Fulconis, des gens adorables dans le village de Saint-Étienne-de-Tinée. Et je suis en train de bouffer du jambon. Je sais très bien que c'est interdit, mais mon père était pas là. Je me régale en mangeant du jambon. Et mon père arrive, il voit du jambon dans mon assiette et il dit rien. Et là, j'ai compris qu'il s'était passé un truc grave, mais je savais pas quoi. Et à partir de là, pendant 2 ans, à chaque fois que je demandais où était ma mère, on me disait, elle est partie en voyage. Et je comprenais pas ce qui pouvait avoir amené ma mère à pas me passer un coup de fil, à pas me dire comment ça va, à pas me dire ce qui se passe. Vous posez pas de questions? Bien sûr, tout le temps. Sûrement. Tout le temps. Et mon père a fait peser sur toute la famille une chape de plomb. D'autant que vous n'étiez pas un gamin... Je crois que j'étais pas débile. Je crois pas, non? Je crois que j'étais pas débile, mais j'avais très peur de mon père. C'était un monsieur qui faisait peur. Ouais, j'ai vu ça. Et quand il ordonnait un truc, on obéissait. Et il a ordonné à toute la famille
de se taire là-dessus. Silence. Voilà. Sauf que pour mon grand-père, c'était pas acceptable, parce que c'était sa fille unique, et parce que... C'était sa fille unique. C'était sa fille unique. Il avait vu toute sa famille mourir dans la Shoah, et il venait de perdre sa fille unique. Donc son rapport à Dieu était assez abîmé. Non, mais ça a dû lui faire un truc, quand même. Ça, et le fait qu'il voulait pas me laisser chez mon père, parce que c'était des cultures très différentes, et mes grands-parents maternels m'ont quasiment élevé, j'étais entre les deux. Et au bout de 2 ans, ça a duré 2 ans ce cirque, et au bout de 2 ans, mon grand-père m'a expliqué rétroactivement, il m'a dit, je n'en pouvais plus de t'entendre répéter nuit et jour à tout le monde que ta mère était partie en voyage. Et il m'a pris sur ses genoux, et il m'a dit la vérité. Il m'a dit, elle est morte. Et avec le recul, c'est lui également qui m'a expliqué plus tard que je pouvais pas en vouloir à mon père, parce que mon père essayait sans doute de se protéger lui-même. Je crois qu'il y a une spécificité dans ma famille dont parle très bien mon cousin Paul Taïeb. Paul Taïeb qui est à la fois le médecin de la famille, donc du côté paternel, et qui est aussi un vrai sage du judaïsme. Il m'a dit, on a une bizarrerie dans cette famille, c'est que normalement chez les juifs, on n'a pas peur de la mort. Normalement chez les juifs, quand il y a une veillée funèbre, le corps est là, sauf chez les Sfars. Chez les Sfars, le mot mort, on le dit jamais. On dit toujours le pauvre chéri, il a emporté le mal, un truc comme ça. On dit jamais mort chez les Sfars. C'est une famille, normalement les juifs, ça n'a pas peur de la mort. Enfin, nous on disait, on prononçait jamais le mot mort. Ah bah voilà, les Sfars c'est pareil. Les Sfars c'est pareil. Nous c'était toute l'Égypte, les juifs d'Égypte. Vous savez comment on disait? On disait, tu sais, ton père, il était très malade. Hein. Il a été très très malade. Si vous comprenez pas. Nous, c'était le pauvre chéri. Dès que quelqu'un était mort, c'était le pauvre chéri. Ben, c'est ça. Ça, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé dans Que faire des Juifs. C'est comment on fait, parce qu'on va pas faire semblant de pas s'aimer avec les Arabes. En vrai, on s'adore. Moi, j'ai pas perdu un seul ami arabe depuis le 7 octobre. Comment on fait pour continuer nos conversations? C'est qu'on est en permanence, non pas dans du mensonge, on est en permanence dans de la dissonance cognitive qui fait qu'on arrive à penser 2 choses à la fois. Le jour où on nous demande d'être cohérent, c'est la guerre. Mais tant qu'on peut être dans notre manière, qui n'est pas hypocrite, qui est multiple, parce que dans la tête, il se passe plein de choses, ça, c'est vraiment intéressant. Si on veut maintenir la fraternité, parce qu'on dit toujours liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce que vous préférez? Moi, ce que je préfère, c'est la fraternité, mais j'ose pas le dire parce que j'ai peur de passer pour un naïf. Mais si on veut maintenir notre passé commun avec les populations arabo-musulmanes, il faut continuer à se parler, il faut continuer à se raconter nos vies. Ouais, je dis ça beaucoup. Hein. Et il faut continuer à dire des choses incohérentes. Donc il faut faire la taquille. C'est pas du mensonge. Mais c'est pas dit que c'était du mensonge. C'est pas du mensonge. C'est de la politesse. Oui, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. C'est pas être obligé toutes les 2 phrases de mettre les pieds. Par exemple, après le 7 octobre, énormément d'amis musulmans, arabes et des amis iraniens qui m'ont appelé juste comment tu vas. Juste comment tu vas. À l'inverse, j'allais dire des gens moins orientaux ont eu trop de pudeur. Il y a des téléphones qui n'ont pas sonné. Mais comment tu vas? Pas parce que je suis un sioniste militant, mais parce que toute ma famille est en Israël, tout simplement. Comment tu vas? Moi, je préfère ça que les gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam qui viennent me parler de géopolitique comme si j'étais plus compétent qu'eux ou moins compétent ou comme si j'avais quelque chose à dire. Donc, c'est plus que de la politesse, c'est de la civilisation pour moi. Alors, donc, on n'a pas suffisamment évoqué le décès de votre mère. Je trouve que c'est un événement, pour vous, c'est un événement cosmique, quoi. Oui, pardon, c'est un peu choquant, mais... Non, mais si vous voulez pas en parler... parle pas du tout. Non, je veux bien parler de tout, mais je m'apprête à dire quelque chose d'un petit peu choquant, mais c'est le fait d'être conscient. J'ai pas l'impression d'en avoir tant souffert. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance extrêmement heureuse. Oui. J'ai eu une enfance très amusante. En revanche, le décès d'une mère si tôt, ça rend conscient de la mort, tout simplement. Puisque moi j'ai pas eu... Alors j'ai fait très peu de psychanalyse, mais je vais vous dire quand j'en ai fait. Au moment de mon divorce, il y a une dizaine d'années, je me sentais en danger de mort. Ça m'arrive très rarement, mais là je me sentais en danger de mort. Pourquoi ? Parce que je perdais mon équilibre à tous les niveaux. Donc je suis allé voir une psy. Non mais danger de mort de J'arrivais plus à vivre. Non, de mort, je n'arrivais plus à faire face à tout. Enfin, je me disais, là, je vais me foutre en l'air si je fais pas quelque chose. Le suicide. Oui, par exemple. C'est-à-dire, vous avez pensé à des histoires de suicide. En tout cas, ça n'allait pas. Et j'essaye d'amener mon fils aîné chez une pédopsychiatre. Dès qu'il la voit, il la déteste, il veut pas y aller. Il dit, je veux pas y aller. Il y a 6 ans ou 7 ans.
Et elle me regarde, elle dit « Et vous, monsieur Sfar ?» J'ai dit « Non, mais je ne vais pas voir une pédopsychiatre, et puis de toute façon, je ne vais pas voir de psy. » Et elle me dit « Ne refusez pas la main qu'on vous tend. » Et donc, j'ai fait 6 mois de psychanalyse dans un cabinet de pédopsychiatre, c'est-à-dire au milieu des cubes avec des lettres et des babards et des schtroumpfs. Et elle m'a sauvé la vie. Elle m'a vraiment sauvé la vie. Elle a dit « Vous n'avez pas un manque. Parce que pour avoir un manque de votre mère, il faudrait que vous vous en souveniez. Elle est morte avant que vous ayez 4 ans, vous avez un vide. Et ce vide, vous essayez de le remplir dans les cases de bande dessinée. C'est ce que j'ai lu, que voilà. Vous avez écrit. Vous avez un vide. Et ce vide, il m'a mis dans une situation de vulnérabilité dans la relation amoureuse. C'est pas un secret parce que j'en parle dans tous mes livres, mais qui est ahurissant parce que ça me ressemble pas. Je suis pas un imbécile. Je suis un gros malin. Je suis quelqu'un à qui on ment pas très facilement parce que je suis un des plus grands menteurs de la planète. Je suis le type qui a l'air tellement sincère que quand je vous mens, vous vous en rendrez pas compte. Et après mon divorce, j'ai vécu 2 mensonges qui ne peuvent s'expliquer que parce que j'ai pas eu le rapport à l'image maternelle quand j'étais petit. Et finalement, les images maternelles dont je me rappelle, ce sont les maîtresses de mon père. Il y en avait un certain nombre. Oui, mon père possédait un bateau, il avait des voitures de luxe, c'était l'avocat le plus en vue de Nice, donc il avait... Mais après le décès de votre mère? Après le décès de ma mère et avant d'avoir rencontré ma mère. Pendant votre mère? Je ne veux rien savoir. Vous savez pas? Je ne veux rien. Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas savoir. Ah, d'accord. Mais il se serait arrêté pendant son mariage. Tout ne me regarde pas. Si, il y a un fait marrant au sujet de mon père. Mon père a couché avec Coccinelle. Coccinelle était... C'est qui, Coccinelle? Oh, Toby. Coccinelle était le transformiste le plus célèbre en France dans les années 60. Ah, je sais pas qui c'est. C'était la première chanteuse de variété à avoir changé de sexe. Était né homme, est devenu une femme, il a été opéré. Et mon père a couché avec Coccinelle. Ce qui est très drôle. Quand il était homme ou femme? Alors mon père était homme et Coccinelle était femme. D'accord. Ce qui est très drôle, c'est que mon père était une caricature de mâle hétérosexuel dominant, très algérien, très homophobe, en tout cas très inquiet de l'homosexualité. Et en revanche, il avait couché avec un transgenre. Il n'en était ni fier ni honte. Pour lui, c'était une femme comme une autre. Et ça en dit beaucoup sur la conception qu'a un homme oriental comme mon père de la féminité et de la virilité. Ça relève de la panoplie pour lui. Mais ça, c'était après le décès de votre mère. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant même qu'il rencontre ma mère. C'était avant. C'était avant même. Bon, où je vais avec mon truc, vous allez comprendre pourquoi je dessine. Dans le monde des psychologues, des psychanalystes, il y a très peu de choses sur les orphelins. Quand j'étais petit, on les rangeait avec les enfants du divorce. J'ai pas lu de texte déterminant sur le sujet, mais la formation de l'Oedipe, la formation de l'image féminine, si on est hétérosexuel ou si on chez un orphelin, c'est quelque chose de compliqué. Et moi, j'ai vécu 2 mensonges successifs après mon divorce. Ça peut tomber que sur moi. Le premier, je me suis trouvé pendant quelques mois à vivre une histoire d'amour avec une nana mariée. Bon, ça arrive. Ça n'a rien d'exceptionnel. Et j'ai vécu pendant 6 mois, 1 an, la comédie du « je quitte mon mari demain ». C'est un truc qu'on voit dans les telenovelas, et c'est un truc où se laisse avoir les gens un peu naïfs. J'étais plus que naïf sur ce coup-là, et parce que la personne me mentait sans savoir qu'elle me mentait. Il n'y a que moi pour tomber là-dedans, parce qu'il y a une fascination pour l'image. Cette histoire s'arrête, je me retrouve seul, et là je me suis retrouvé à discuter pendant quelques semaines avec une femme que je n'ai jamais rencontrée, qui s'est avérée être un personnage fictif, qui m'écrivait sur Internet, etc., qui s'est avéré avoir des relations, et je ne vais pas dire leur nom, ça ne se fait pas, avec d'autres comédiens, avec d'autres metteurs en scène, etc. Et au bout d'un moment, je ne souhaitais plus lui parler. Et quand je ne souhaitais plus lui parler... Ça, c'était sur Internet? C'était sur Internet. Je n'ai jamais rencontré cette personne. J'avais ma vie à Paris, et j'étais célibataire, et il y avait cette personne bizarre. Et je me suis mis à surinvestir cette relation, jusqu'au moment où je décide que ça ne m'intéresse plus. Une dame qui m'envoyait des cadeaux, ça ne m'intéresse plus. Jusqu'au moment où un camarade réalisateur un peu connu m'appelle et me dit « Johan, par courtoisie, je t'appelle parce que je m'apprête à me mettre en couple avec ton ex et j'espère que ça ne te dérange pas. » Et je dis « Mais de qui il me parle ?» Et je m'aperçois qu'il parle de cette personne qui a raconté n'importe quoi sur moi. Donc je suis allé porter plainte et on a découvert que c'est une dame qui est infirmière dans le nord de la France et qui s'invente des vies par distraction. Mais il y a un lieu de vulnérabilité chez la personne qui n'a pas eu de mère,
dans la rencontre amoureuse. Vulnérabilité. D'imbécilité. C'est mon lieu de bêtise. Et un autre indice, mais il est marrant, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs comme ça. J'ai beaucoup de copains, mais j'ai assez peu de vrais amis. J'avais beaucoup d'amis. Oui, mais des vrais amis. Bon. Je commence à faire du cinéma avec le film de Gainsbourg, et là, mon ex-femme et mes copains sont atterrés de me voir devenir le meilleur copain de toutes les comédiennes et les comédiens que je rencontre. Et puis, au bout d'un moment, ils comprennent pas, parce qu'ils disent, enfin, je sais bien la comédie, mais enfin, tu es en train de passer tes nuits avec des soirées avec des gens quand même assez superficiels ou assez... Et c'est ça qui me plaisait. C'est ça qui me plaisait, d'être chez des gens avec qui il n'y avait pas besoin d'approfondir, chez des gens avec qui l'image était essentielle. Je crois qu'il y a une imbécilité du mec qui a perdu sa mère. Il y a une imbécilité très particulière. On est très à l'aise quand on est moins. En tout cas, on est très à l'aise dans le pour de faux. Mais alors, votre papa, il est décédé, je crois, c'est ça? Il y a une dizaine d'années, oui. Il y a une dizaine d'années. Et donc ça a été super compliqué, ça prouve. Bon, non, il était vieux. Je crois que j'en ai fait un joli livre. Ouais. Le livre s'est bien vendu, donc c'était bien. C'était bien. Et non, ce qui était dur, c'est que mon père était un des plus grands avocats de la Côte d'Azur. Il est mort après 15 ans de maladie de Parkinson, et pendant les 5 ou 6 dernières années de sa vie, je n'entendais pas sa voix. Ouais, c'est ça, donc j'appelais à Nice, et la dame qui s'occupait de lui me disait « Monsieur Sfar vous entend ». Et tous les soirs, je parlais au silence. Ça, c'était un peu embêtant. Donc il était mort avant, quoi. Ouais. Il y a eu chez mon père un écroulement qui est passé par la virilité. C'est-à-dire que très tôt, il a eu un début de cancer de la prostate. Il a décidé de se faire opérer. C'est arrivé à peu près au moment où je crois que le sida a explosé. Il fallait mettre des préservatifs. Ça lui plaisait pas non plus. La vie sexuelle de mon père s'est arrêtée à ce moment-là. Du jour au lendemain. Il avait 65, 70 ans, je sais plus. L'arrêt de sa vie sexuelle a déterminé une espèce de décrépitude, et ça a sans doute aucun lien, mais quelques années après est arrivé Parkinson, et Parkinson, ça a été un toboggan. Mais c'est vrai que j'ai vécu mon père comme quelqu'un d'écrasant, de puissant, etc. Et écrasant sur tout le monde. Sur moi aussi. Hein. Sur moi aussi. Mais sûrement sur votre mère aussi. Je connais pas la relation. J'y étais pas. Je connais pas cette relation. Ça vous intéresse pas? Je sais pas. Je sais pas si ça m'intéresse. Moi, je crois beaucoup à la vie privée, y compris celle des parents. Mais déjà, je suis déjà tellement plein de moi-même. La vie privée, en général, c'est que celle des parents. Hein. Oui. Mais non, ce qui m'intéresse, c'est comment je me construis par rapport à ça. Comment le livre Que faire des Juifs, c'est qu'est-ce que je fais. Je les file à Academ, mais qu'est-ce que je fais des 102 heures de cassette de mon père qui raconte l'histoire des Juifs. Et on voit bien. Pourquoi je fais venir mon prof de dessin à un moment du livre. Monsieur Debord, il disait, il n'y a rien de pire qu'un manuel d'anatomie parce qu'il y a tous les muscles. Un bon dessinateur, il oublie des muscles. Je vois bien que le but de mon père, je vous ai raconté cette anecdote, je vais au Yad Vashem à 7 ans, il y a mon père et mon grand-père. Mon père, on est devant le tas de chaussures et le tas de lunettes de déportés, et mon père me dit, Hitler a essayé de nous exterminer, il faut que tu fasses des enfants juifs. Et là, mon grand-père arrive, mon grand-père maternel, et dit, dis à cet imbécile que tes parties génitales ne servent pas à combattre Hitler. Toute ma vie est là. Et quand j'ai les 102 cassettes de l'émission de mon père, je les donne à Academ, mais j'ai envie moi aussi de faire mon histoire des Juifs pour dire, bah voilà, là, papa va être fier de moi, je vais faire mon truc. Et je m'aperçois pendant que je fais Que faire des Juifs qu'il y a une partie qui est là pour témoigner et il y a une partie qui est là pour se débarrasser aussi de ce truc-là. Quand j'étais petit et qu'on m'emmenait dans tous les trucs sur la déportation, qu'il fallait écouter Elie Wiesel toutes les 2 semaines, qu'il fallait lire Primo Levi, qu'il fallait tout ça, mais j'étais scandalisé d'être obligé de m'infliger ça. C'est ça. J'étais scandalisé. Pour le coup, je veux bien que tout le monde est responsable d'Auschwitz, mais les Juifs un peu moins peut-être. Et je comprenais pas que mes camarades non juifs soient épargnés dans ce truc. Bon, mais je reviens quand même à l'histoire. La relation entre votre père et votre mère, vous n'êtes jamais posé de questions? Si, enfin, on peut la raconter, mais à vrai dire, elle n'est pas très mystérieuse à mes yeux. Il a 20 ans de plus qu'elle. Oui, ma mère était championne de natation, championne de danse, première de toutes les écoles de pharmacie. Elle a été élue... Elle était pharmacienne. Bien sûr. Elle a été élue Mademoiselle H-Tendre quand elle avait 16-17 ans. Oui, c'est l'équivalent de Miss France, mais pour les gamines. Elle faisait des chansons, ça donnait des disques. Elle fait tout ça. Et elle avait les parents les plus gentils du monde. Mes grands-parents maternels qui lui passaient tout. Elle faisait partie de la jeunesse dorée de Meurthe-et-Moselle. Elle avait son cheval, elle avait un pur sang anglo-arabe. Enfin, vous imaginez le truc. Et elle rencontre... alors qu'elle a 20 ans,
Elle pouvait avoir qui elle voulait. Tout le monde était fou d'elle. Elle s'en foutait complètement. J'ai vu la photo, elle est super. Elle s'en foutait complètement. C'est une très jolie fille. Et elle rencontre ce type qui a 20 ans de plus qu'elle, qui est un homme assez cruel. Mon père était assez cruel avec les femmes. Cruel, ça veut dire? Il était très beau, il était très séduisant, mais il était dur. Il était souriant, il était gentil, il était prévenant, il était très élégant, très galant. Il y avait les cabarets, le violon, les fleurs, le machin. Mais il était assez dur. Et en fait, il tombe très amoureux. Et mon père la quitte au bout de 15 jours en disant « J'ai 20 ans de plus que toi, je vais te rendre malheureuse, on n'a rien à faire ensemble. » Elle rentre chez elle à Metz et elle passe un an à pleurer. Elle passe un an à tout rejeter, tout refuser, machin. Mon père faisait des championnats de ski nautique à Juan-les-Pins un an après. Mes grands-parents avaient un appartement également à Juan-les-Pins. Et ma grand-mère maternelle descend sur l'espèce de podium où mon père venait recevoir ses prix pour le ski nautique. Elle l'a quasiment giflé. Elle dit « Écoutez, ça fait un an que ma fille pleure, alors vous allez la voir. » ouais. Et là, ils se sont mis ensemble. C'est la grand-mère. C'est ma grand-mère maternelle. C'est votre grand-mère? Oui. Qui les a mis ensemble. Qui est venue lui dire « Écoutez, ça fait un an qu'elle n'arrive pas à vous oublier. » Qui lui a donné l'autorisation, en fait. Sans doute. Ouais. Sans doute. Et donc, j'ai une autre histoire marrante sur mon père. Ouais. Et donc, mon père jouait du piano dans les bals et les bordels en Algérie pour payer ses études. Bon. L'histoire familiale... C'est un bon pianiste? C'est un très bon pianiste jazz. Il a fait la première partie de Sidney Bechet une fois dans sa vie, quand Bechet était à Alger. C'est un très bon pianiste. Il ne connaissait pas le solfège, mais il jouait bien. Il jouait tout en do majeur et do mineur, mais c'était très bien. Et la légende familiale veut, il venait d'une famille très pauvre, qu'il ait été amoureux d'une fille juive et riche, et qu'il ait travaillé tout un été au Sphinx d'Alger pour payer une bague de fiançailles, après quoi elle n'a pas voulu de lui. Ça, c'est la légende familiale. Je suis à Nice il y a 3 ou 4 ans, et il y a une dame qui a de très beaux yeux, que je n'ai pas identifié tout de suite, qui dit « Monsieur Sfar, ça fait plusieurs fois que je vous entends à la radio raconter l'histoire de votre père qui joue du piano tout un été pour une bague, pour une dame, etc. » Ben, la dame, c'est moi. Ouais, Et votre père vous a dit qu'il avait 16 ans quand il m'a envoyé cette demande et que j'en avais 20 et qu'il n'était pas question que j'épouse un jeune homme de 16 ans. Donc ça résume beaucoup mon père, tout ça. Il s'était monté tout un truc. Oui, oui. Ça résume beaucoup mon père. Et ensuite, quand ils étaient ensemble, je crois qu'ils s'aimaient, je crois qu'ils étaient heureux, je crois qu'ils étaient très différents. Je crois aussi qu'ils pleuraient beaucoup, comme souvent les couples. Qui pleurait? Ma mère. C'est elle qui pleurait. Ma mère. C'est elle qui pleurait. Ma mère, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais la conclusion, pardon, j'ai une conclusion terrible là-dessus, c'est que je crois que quand on a eu des parents trop gentils, on va chercher une femme ou un mari moins gentil. En tout cas, En tout cas, elle, c'est ça. Oui. En fait, son père lui passait tout. Mon grand-père maternel était le mec le plus facile au monde, en tout cas avec sa fille. C'est pas un mari excellent. Avec sa fille. Avec sa fille. Avec sa femme, c'est différent. Avec sa femme, ça devait pas être pareil. Avec sa femme, c'est différent. Mais il avait une casquette de marin breton, là? Non, c'est qu'il perdait ses cheveux. Mon grand-père perdait ses cheveux. Vous le dessinez toujours avec une casquette? Ben oui, parce qu'il a eu des perruques pendant longtemps, et quand les perruques c'était plus possible, il s'est mis à porter une casquette. C'est une casquette de marin breton? Oui. Ah, c'est marrant parce que l'adultère chez mon grand-père, c'est beaucoup plus mignon. D'abord parce que mon père était très beau, donc je lui donne aucun... C'est facile quand on est très beau. Mon grand-père n'était pas un bel homme. Mon grand-père, il ressemblait à ces espèces de savants atomistes d'Europe de l'Est. C'est un petit bonhomme ultra musclé avec une tête ronde et un menton carré. Il était vraiment très petit. Il avait des maîtresses dans tous les ports. Il était médecin. Parmi ses consultations, il y a une journée par semaine qui était dévolue à aller avec ses maîtresses. Et je trouvais ça très sympathique parce que, d'abord, à mes yeux, elles étaient toutes moches. Ah oui. Et ensuite, il était cardiaque depuis avant ma naissance. Et il tenait absolument, parce qu'il n'avait qu'une peur, c'est que ma grand-mère tombe dessus, il tenait absolument que ce soit moi qui ai les photos de ses maîtresses. Ah oui. Alors, officiellement, c'était « si je meurs, je ne veux pas que mémé tombe dessus ». Mais la réalité, c'est qu'il était fier et qu'il voulait que je les voie. Il avait quelques phrases. Il disait « l'antisémitisme s'arrête à l'entrée des chambres d'hôtel ». Et il est évident que quand je fais le Gainsbourg et que je raconte Serge Gainsbourg avec Brigitte Bardot, avec Laetitia Casta, je raconte mon grand-père. Et sa passion pour les blondes, quand même. Je raconte mon grand-père. Les chics, c'est... Oui. Il disait ça. Oui.
il disait ça. Il était très germanophone et germanophile, donc il y avait énormément d'Allemandes parmi les personnes qu'il fréquentait. Il aimait beaucoup les Allemands. Et il y avait beaucoup de dames polonaises. Et des Polonaises aussi. Parce que mon grand-père était le seul gars qui parlait polonais à Nice. Donc quand des Polonais arrivaient à Nice et venaient se faire traduire leurs papiers, etc. Et donc il avait tout un monde comme ça, fait de dames libanaises, iraniennes, polonaises, russes. C'est-à-dire que toute la Côte d'Azur cosmopolite débarquait chez mon grand-père. C'est des gens qui lisaient l'Orient le jour, c'est des gens qui lisaient le New York Times, qui allaient au salon de thé. Et moi, il m'emmenait, j'étais un peu son alibi. Et quand il devait aller avec une maîtresse, il me laissait à l'entrée de l'hôtel avec une glace et des bandes dessinées. Mais il faisait partie quand même de tout un réseau, puis c'est un ancien résistant, tout ça. C'est surtout tous les exilés de la Côte d'Azur. Et c'est marrant de voir comment les Juifs, les Iraniens, les Libanais, les Russes, les Polonais allaient tous prendre le thé ensemble. Alors, que faire des Juifs? C'est quand même la question que vous posez dans votre bouquin. Oui. Quoi. J'ai sélectionné quelques citations. Comme ça, on va terminer sur des citations de votre livre. Si ça me va très bien. Ça me rappelle Romain Gary qui dit « Assez parlé de moi, qu'avez-vous pensé de mon dernier livre ?» C'est ça. C'est ça qu'on va faire. Alors, mais vous allez me les commenter. Bien sûr. Alors voilà, la première, c'est vous êtes enfant, c'est un dessin, hein. Vous êtes enfant, on voit, il y a deux scènes sur la même scène, hein. On vous voit à la table à la fin du Kippour, lorsqu'on sort du jeûne, quoi. Vous êtes chez votre grand-mère, je crois. Et puis, en même temps, on voit la synagogue, le chauffard, et c'est la fin du Kippour. Et vous dites cette phrase, qui est une belle phrase, moi elle m'a plu, et j'aimerais que vous me la commentiez. Vous dites Kippour, c'est entre Dieu et nous. C'est pas la faute des Romains, c'est pas la faute des Égyptiens, ni des Amalécites, ni des Philistins, ni de Babylone, ni des Grecs. C'est entre Dieu et nous. Alors, comment vous commentez Bien ça? sûr. C'est la rencontre de la faute, quoi. Non, enfin, pour moi, c'est la faute. Ça prend la suite de ce que vous disiez avant. Hein. Oui, mais pour moi, c'est... Sur votre relation à la violence. Bien sûr, mais enfin, pour moi, la faute, elle est de l'autre côté, parce que, pardonnez-moi, mais Dieu a tué ma mère. Donc, c'est Dieu qui a tué votre mère? Ah oui. Quand une personne de bonne santé se couche et se réveille pas, on a un problème direct avec le Créateur. Et moi, j'ai été élevé par ce grand-père qui pardonnait pas à Dieu pour la Shoah et qui a jamais foutu un pied dans une synagogue après, sauf pour ma bar mitzvah, et qui est mort en disant en yiddish et en français, quand Dieu vous aime, il vous fait pas ça. Donc c'était une de mes citations. Oui, aussi. Mais alors elles sont liées. C'est que pour moi, être juif, être pratiquant, croire en Dieu quand j'étais enfant, c'était des mensonges pour faire plaisir à mon père. Moi, j'étais persuadé que soit Dieu n'existait pas, soit s'il existait, il méritait tout de même pas mes remerciements. Et les pires péchés que je pourrais faire n'arriveraient pas à la cheville de ce qu'il m'avait fait. J'étais très conscient de tout ça. Donc je faisais le judaïsme pour faire plaisir à mon père et qu'il m'embête pas. Et pour moi, ma fidélité, elle allait à l'agnosticisme de mon grand-père. Pour moi, être fidèle, c'était être fidèle à la rage de mon grand-père contre le Créateur. Donc il y avait cette relation-là. Et une fois qu'on a dit ça, quand j'entendais le chauffard, je fondais en larmes. Une fois qu'on a dit ça... Vous pleuriez pendant... Une fois qu'on a dit ça, ma prière, je l'ai toujours faite sérieusement. Le schéma, je rigole pas. La Hamida, je rigole pas. Le Birkat Amazon, je le fais. Donc il y a... Birkat Amazon. Ah bah oui. Mais donc là, on revient à la taquilla dont vous parlez. On revient dans la dissonance cognitive totale. C'est que il a fallu un certain âge pour admettre que j'étais à la fois aussi révolté que mon grand-père et aussi, je sais pas si on dit soumis ou croyant, mais enfin en tout cas aussi observant que mon père. Enfin, il faut vieillir, il faut avoir découvert Lévinas pour découvrir que la religion a un intérêt horizontal. Quand on est enfant, c'est la verticalité qui... Mais vous savez ce que commémore Kippour? Kippour, c'est parce que on a fait le veau d'or. Ah. Dieu, il nous a dit, vous arrêtez les idoles, tout ça. Il a le dos tourné 5 minutes. On n'a pas pu attendre. On a fait le veau d'or. Et ça, il nous l'a jamais pardonné. Et donc, on est obligé de s'excuser tous les ans. Donc, c'est vrai. C'est-à-dire, la phrase « c'est une histoire entre Dieu et nous », c'est vrai. En tout cas, c'est la fête juive pendant laquelle personne a essayé de nous exterminer. Si, Dieu. Oui, voilà. C'est-à-dire, c'est un conflit ouvert et c'est probablement, enfin, c'est mon avis, hein, c'est probablement
l'explication de l'antisémitisme. C'est-à-dire que les autres nous lisent et disent leur Dieu les aime pas. C'est qu'ils doivent avoir un défaut quand même. C'est très beau. Mais c'est mon explication. C'est très beau. Mais je pense que c'est un truc comme ça, quoi, parce que là, effectivement, c'est un conflit entre Dieu et son peuple. Et c'est marrant parce que c'est ce que vous écrivez. Bon, mais ça ne m'étonne pas de vous. Hein. Vous avez des intuitions comme ça qui viennent. Non, la conclusion de Que faire des Juifs, je la raconte d'autant plus volontiers qu'elle ne vient pas de moi. Elle vient de Jonathan Ayoun qui a fait ce reportage de 4 heures formidable sur Arte sur l'histoire de l'antisémitisme. Alors il paraphrase un universitaire dont le nom m'échappe. Il dit, écoute, c'est pas compliqué. Le monde chrétien et le monde oriental ont dû se déterminer par rapport au judaïsme dans une espèce de conflit au pair. Donc il y a une obligation pour la civilisation chrétienne et pour la civilisation orientale de rabaisser le juif, parce que sinon, il n'y a pas de raison d'être. Pour justifier l'existence de ce qui a suivi, il faut dire que le judaïsme était dans l'erreur, que le judaïsme était une faute, etc. Et cette détestation du judaïsme, il y a une conversation très éclairante dans le livre. Charlie Hebdo m'envoie interviewer Jacques Vergès, en pensant que je vais le détester. C'est l'inverse qui s'est produit, parce que moi j'adore les avocats, même si c'est des avocats de nazis, je les aime bien. Et au bout d'un moment... C'est un type brillant aussi. Il était brillant. Puis bon, enfin, j'ai trouvé intéressante ma journée avec Jacques Vergès. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais maître, vous êtes antisémite? Il me dit, pas du tout, pourquoi? Je dis, mais enfin, maître, tous vos clients ont massacré des juifs, ou sont nazis, ou sont... Elle dit, ah non, ça c'est autre chose. C'est une énergie. La haine des juifs est une énergie universelle, et quand on est comme moi un agitateur, on utilise l'énergie là où elle est. Et je trouvais ça lumineux parce que il me semble que de manière très consciente, il y a aujourd'hui encore, que ce soit Mélenchon, que ce soit Dominique de Villepin, que ce soit des gens aujourd'hui qui savent ce qu'ils excitent quand ils appellent à la haine des Juifs. Quand ils appellent, moi je comprends tout à fait qu'on soit hostile à Israël, qu'on soit hostile aux massacres qui ont lieu à Gaza. En revanche, quand la haine des Juifs devient quelque chose d'hyperbolique, quand ça devient la haine des haines, alors là, on est en train de réveiller dans l'inconscient collectif, il y a une joie à être anti-juif. Et alors, il y a 2 bonnes nouvelles à la suite de ça. La première, on va rien pouvoir y changer, parce que ça existe depuis toujours, donc ça sert à rien de s'imaginer. Il y a un garçon formidable lors de la soirée de la revue K à laquelle j'ai pas assisté, mais il a dit « On n'est jamais le dernier juif, on est toujours l'avant-dernier ». Ça me plaît beaucoup. On est l'avant-dernier. Voilà. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que je crois pas qu'ils vont réussir à se débarrasser des juifs, parce que sinon ce serait fait depuis longtemps. Vous dites à un moment... le monde arabe s'est débarrassé de son de son million de juifs, et les juifs arabes n'ont plus de monde. Vous avez oublié que vous avez écrit ça. Non, parce que ça, je suis d'accord. Je trouve que c'est une phrase géniale. Ça je suis très d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur monde, oui. Comme les Ashkénazes d'ailleurs. Oui. Les Ashkénazes ont perdu le Yiddishkeit. Oui, absolument. Et c'est un drame terrible. Absolument. Même s'il y a des survivants, le monde n'a pas survécu. Absolument. Il y a un camarade m'a dit une nouvelle qui me semblait encore plus effrayante. Il m'a dit les Juifs du Maghreb sont arrivés en France très récemment. Beaucoup d'entre eux sont sur le départ. Et s'ils disparaissent totalement du sol français, il est probable qu'on les oublie. C'est pas la même chose que la présence juive plurimillénaire qu'il y a en France. C'est l'arrivée des Juifs maghrébins, principalement algériens, mais tunisiens et marocains aussi, qui se voient tous sur le départ, qui finalement vont très vite se retrouver, s'ils s'en vont, avec une identité israélienne qui leur ira très bien, mais le souvenir du Maghreb, il aura disparu. Et on voit bien, chez les jeunes aujourd'hui, il y a très peu de jeunes juifs qui mettent en avant la mémoire algérienne, tunisienne ou marocaine. Ils se voient soit sur le départ en France, soit, parce que le fantasme israélite n'existe plus. L'idée qu'on va être de bons citoyens laïcs et républicains, moi ça reste mon rêve, ça reste ce pourquoi j'ai envie de me battre, mais je dois dire que quand je le présente à des jeunes, je ne suis pas toujours accueilli à bras ouverts. C'est pourquoi votre ancêtre Yitzhak Hai Taïeb Lomet, celui-là, il est irremplaçable. Parce que celui-là, on ne peut pas mettre autre chose à la place. Mais oui. Mais oui. Il est irremplaçable. Mais oui. Mais c'est ce qu'on raconte beaucoup. Enrico Macias aime raconter ça. Les saints chez qui on va en pèlerinage au Maroc ou en Algérie, on ne sait plus s'ils étaient juifs ou musulmans. On ne sait pas, et souvent ils étaient juifs. Hein.
Alors, encore une dernière question. On va conclure après, hein, parce que je crois qu'on abuse de l'hospitalité de l'endroit. Ils dorment après. Alors, vous avez écrit, vous deviez avoir 20 ans, je pense. Vous avez fait un mémoire de philosophie. Oui. Le titre, c'était Le mythe du golem. Le complexe du golem. Pardon, le complexe du golem. Et vous essayez là-dedans de comprendre le problème du peintre d'origine juive. Bien sûr. Et qui est frappé par l'interdiction de la représentation humaine. Hein. Et vous êtes rentré dans votre carrière de dessinateur à partir de l'interdiction de la représentation. Oui. Ça vous ressemble. Hein. Vous avez beaucoup de nœuds dans votre tête. Ça me paraît central. La question des iconoclastes, la question de la défiance et de l'interdit par rapport à l'image, qui est un archaïsme, parce que dans le monde chrétien, la question de l'iconoclasme a été réglée pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne. Chez les Juifs, ça subsiste jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'au moment où les Juifs d'Europe de l'Est s'alphabétisent, découvrent les beaux-arts et où, Chagall et ses copains se mettent à peindre avec un appétit, parce qu'il n'y avait pas de tradition juive de peinture, ou en tout cas très peu. Mais il reste que, même aujourd'hui, même dans le monde juif très évolué, il y a toujours une défiance face à l'image, il y a toujours une hiérarchisation de l'image qui vient toujours en second par rapport au texte, par rapport aux mots, par rapport à tout ça. Et il y a toujours l'idée, le spectre de l'idolâtrie. Dès qu'une image... et ça peut être salubre d'ailleurs, ça peut être... Mais c'est une question qui reste à mes yeux centrale dans le judaïsme, et on ne mesure pas à quel point elle est colossale en islam. C'est-à-dire que c'est l'éléphant qui occupe toute la pièce. Il n'y aurait pas eu un tel scandale sur les caricatures de Charlie Hebdo s'il n'y avait pas la défiance vis-à-vis de l'image. Parce que cette défiance vis-à-vis de l'image, elle dit également la puissance de l'image. Et ça, bien sûr. Là où mon dessin m'intéresse, c'est que c'est un dessin, j'espère, qui ne suscite pas l'idolâtrie. C'est un dessin pédagogique, de la même manière que les Juifs qui n'avaient pas le droit de faire de peinture, ils ont passé tout le Moyen-Âge à faire des dessins pour expliquer la Haggadah, pour expliquer ceci, pour faire des enluminures. Donc si c'est un dessin pédagogique, si c'est un dessin pour comprendre le monde, un des paradoxes, pourquoi j'appelais ça le complexe du golem ? On interdit la sculpture, on interdit la peinture, mais on nous dit que les plus grands sages du judaïsme ont fait des golems. On fait des statues d'argile. Alors, bon, une fois, c'était le Maharal de Prague et ça s'est produit une fois. Non, il y a eu Abraham Aboulafia dans l'Espagne médiévale. Il dit qu'il sait le faire. Oui, mais il y a l'idée dans la Kabbale que les séphirotes disent les parties du corps. Bah oui, bien sûr. Dans l'idée, tu as fait l'homme à ton image, on est tout de même vraiment dans l'image. Et alors la réponse qu'on m'avait donnée, je me souviens plus qui, mais ça m'avait plu, c'est peut-être André Neher, mais j'en sais rien, c'est, ah non, il y a une différence. C'est que si tu fais une idole, c'est pour que tout le monde se mette à plat ventre. Si tu éprouves l'acte de création divine, là tu cherches le chiffre esthétique de l'existence. Et là tu es tout à fait compatible avec le judaïsme, parce que ce qui t'intéresse d'une certaine façon, c'est pas ta peinture, c'est l'acte de peindre. Parce que là tu étudies la structure du monde. Et faire un dessin, faire un livre qui relève des sciences humaines, qui relève de l'étude de la structure du monde, alors là je suis juif. Mais, bon. Écoutez, vous êtes, on peut discuter avec vous des heures, toute la nuit. C'est un plaisir, en tout cas. Peut-être vous avez envie de dire quelque chose, vous, de ce qui s'est passé là. Non, mais je suis très content parce que ce qui me déplaît en psychanalyse, c'est que je dois payer. Alors moi, j'aime bien que ce soit les lecteurs qui payent pour mon travail. Ouais. Et là, j'ai eu une séance de psychanalyse avec une sommité et j'ai pas payé. Donc je trouve que c'est une bonne affaire. Attendez voir. Merci en tout cas. Je vous remercie infiniment. Merci Johann Spar.